Bonjour à tous, on est aujourd'hui réunis sur Bibasket pour évoquer les trophées de fin de saison de Jeep Elite en 2019-2020. Bonjour Gabriel, Salut Théo, ça va ou quoi? ça va à la forme. Salut Vincent, Salut, salut les gars, salut tout le monde. et enfin bonjour Boris. Salut à tous, j'espère que tout va bien. Ça roule. Donc aujourd'hui on va évoquer le titre de meilleur coach de l'année en Jeep Elite, hein, du moins après 25 journées. Donc, on a quatre candidats, Sacha Obradovic, Zvezdan Mitrovic et Laurent Leniam. Et en invité surprise, on peut le dire, hein, Herman Kunter. Donc voilà, les lecteurs ont plébiscité à 65% Laurent Leniam pour le titre de meilleur coach de l'année. Gabriel, tu partages l'avis des lecteurs de Bibasket? Bah oui, c'est vrai que bon, on peut parler du choix du cœur, mais je pense que Dijon a conquis vraiment le cœur, on va dire, du basket français, des fans du basket français cette saison, parce que d'une part, ils ont été excellents, voilà, ils ont affiché un niveau de jeu de très haut niveau, et puis le jeu était vraiment rafraîchissant, avec vraiment beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. C'était très spectaculaire, voilà. Et puis après, il y a aussi toujours cet effet en France qu'on aime bien. C'est-à-dire qu'on maintenant on a un peu ces deux gros, l'Asvel et Monaco, qui sont, bah oui, les deux plus gros budgets du championnat, les deux plus grosses équipes avec les plus gros CV sur le terrain, et Dijon qui arrive à se mêler à la lutte pour la première place, qui arrive à les battre. Alors ça n'a pas été le cas en saison régulière, mais ça a été le cas sur la Leaders Cup, où vraiment Dijon a encore plus séduit le grand public. Voilà, il faudrait comparer évidemment avec les budgets, avec le passif de chaque joueur et tout, mais Dijon, ce qu'a fait Dijon, c'est exceptionnel. Et c'est un peu la continuité qui vient récompenser là, le travail de Laurent Nianiam sur les résultats et sur ce titre. Voilà, pour l'instant, il y a une montée en puissance d'année en année pour Dijon. Il avait déjà été très bon à l'échelon inférieur au HTV. Je pense que même si on peut que reconnaître la qualité de la saison de Monaco et de l'Asvel, et donc du travail de leur coach, pour toutes ces raisons-là, le Niamovic, pardon, se détache un petit peu cette titre. Vincent, tu partages l'avis de Gabriel sur Laurent Leniam? Ouais, je pense que c'est un trophée où il n'y aura pas forcément beaucoup de différence dans les avis. En tout cas, ouais, moi, pour moi, c'est Laurent Leniam sans contestation possible, on va dire. Tout simplement parce que pour moi, le meilleur coach, c'est celui qui arrive un peu à tirer la quintessence de son groupe, c'est-à-dire qui arrive à amener son groupe le plus haut possible et lui donner enfin, atteindre le maximum de potentiel de son groupe. Clairement, Dijon n'était pas prévu pour rivaliser aussi loin avec Dijon, avec l'ASV, lapsus révélateur, avec l'ASVEL et Monaco. Et puis il a clairement tenu le rythme de la locomotive. Euh, Puisque voilà, au bout de 25 journées, ils n'ont que 4 défaites comme Monaco, comme la l'ASVEL. Donc pour moi, c'est Laurent Leniam, mais il n'y a pas de contestation possible. On reviendra après sur éventuellement celui que je mets en deuxième, euh, qui aussi a fait du très bon boulot, mais on y reviendra après. Boris, pour toi aussi, c'est Laurent Euh, Leniam? alors pour moi, c'est aussi Laurent Leniam, clairement, en jugeant sur cette saison, c'est clairement lui qui mérite ce titre, même si je ne pense pas que ce soit dans l'absolu le meilleur des quatre coachs qu'on a cités. Je pense que d'un point de vue intrinsèque, notamment un Mitrovic, voire un Obradovic, sont à l'heure actuelle, à l'instant T, avec une expérience différente des techniciens d'un calibre légèrement supérieur. Mais sur la saison, sans contestation, Laurent Leniam. Après, Vincent commençait à évoquer cette piste-là, ce qui est toujours très compliqué, à mon sens, quand on juge un coach pour ces trophées-là, c'est toujours de mettre en relief celui qui a de plus petits moyens et qui réussit à exploiter 110% du potentiel, et celui qui a potentiellement plus de matériel, où on va avoir tendance toujours à peut-être sous-évaluer un petit peu sa performance. Je pense que c'est aussi je vais aller loin en disant ça, mais deux typologies de coach ou deux métiers presque différents, de gérer une rotation de 14-15 joueurs avec les égos et les problèmes qui vont avec, et de gérer une rotation plus courte avec des profils différents et avec une pression et des objectifs qui sont aussi différents. Donc je pense que chacun a des choses à faire valoir, mais oui, sur la saison, il n'y a pas trop de débat sur le fait que Laurent Leniam mérite amplement ce titre-là. Mhm.
Il y a aussi un coach, Herman Kunter, qui arrive deuxième de ce sondage, voilà, qui a hissé Cholet à une surprenante sixième place, alors que pourtant beaucoup les voyaient derniers ou du moins relégables. Gabriel, ce qu'a fait Herman Kunter cette saison à Cholet, c'est quand même remarquable. Ouais, parce qu'on était parti du principe un peu ces 2, 3 dernières années avec un gros renouvellement sur les coachs. J'ai essayé de dire faire revenir ses ex, ça marche pas trop. Herman Cutter, il a quand même eu des dernières expériences qui n'étaient pas forcément très convaincantes. Je pense qu'avec Le Mans, ça s'est pas super bien passé. Ils n'ont pas eu des mauvais résultats, mais ils n'ont pas eu les résultats, on va dire, escomptés par rapport à là où on était Le Mans au moment où ils l'ont signé. Ensuite, en Turquie non plus, ça n'a pas été fou son retour. Donc, reprendre Herman Cutter, c'était pas forcément le gage de réussite. Il a réussi déjà à sauver l'équipe la saison passée qui était mal embarquée, surtout avec un groupe qu'il n'avait pas fait, avec des joueurs qui n'étaient pas forcément dans son ADN. Cette année, il a pu construire le groupe. Il a fait de belles trouvailles, puisque on en a parlé dans une vidéo précédente. Forcément, Chris Horton, un des candidats au titre de MVP, qui a fait avec la meilleure évaluation, qui arrive de Grèce. On a Michael Stockton, même s'il a un nom qui est connu par rapport à son père et qui a un petit CV sympa aussi. Il arrive d'Allemagne, il n'avait pas forcément non plus d'énormes références. Et c'est deux joueurs qui sont vraiment des vrais All-Stars affirmés. Il a aussi vraiment responsabilisé Abdoulaye Ndoye, dont on parlera dans les meilleures progressions également. Voilà, donc en s'appuyant là-dessus, il a vraiment une équipe qui lui ressemblait et qui a, elle, était tout le temps dans le top 6 cette saison. Donc chapeau à lui, c'est bien de revoir, c'est bien de voir que la dynamique choltaise qui semblait descendre au fur et à mesure des années, finalement avec un ancien, une icône de la mêlée, elle arrive à reprendre. Donc effectivement, ça me paraît être logique de le voir dans le top 4 aujourd'hui. Pour le coup, effectivement, là, on est vraiment dans ce Vincent, pour toi, qu'on… c'est pareil, Herman Kunter. Ouais, pardon, vu que je te redonne la parole juste après, Boris, il y a des petits décalages. Ouais, moi, c'était Herman Coulter que je disais en deux, pour la même raison que je mets le Niam en un, en fait. C'est que il a tiré le meilleur d'un effectif qui était clairement destiné à, si ce n'est se battre pour la relégation, jouer au mieux le milieu de tableau. Et puis finalement, ils font partie des 6 qui ont été indéboulonnables des 8 premiers, avec des beaux petits paris, hein, enfin, clairement avec une équipe un peu d'inconnus. Comme disait Gabriel, bon, il y a Stockton qui avait un nom, mais pas, enfin, pas vraiment connu. Son prénom n'était pas vraiment connu. Ça marche même pas son prénom parce que, en tout cas, son Michael Junior n'était pas vraiment connu en France parce qu'il n'avait jamais joué. Il n'a pas encore il n'aura jamais l'aura international de son père, mais enfin, voilà, vrai joueur et vrai meneur. Mais je pensais surtout à un Joke, par exemple Peter Joke, qui est vrai, enfin, c'est un pari inconnu au bataillon, vrai pari. Tu veux ajouter quelque chose à Gabriel? Non, un vrai shooter, Peter Job. Gros shooter. Donc pourquoi Herman Coulter il est en 2 points? Parce que clairement il a fait beaucoup mieux que d'autres effectifs qui pour moi étaient meilleurs sur le papier. Je pense à Le Mans par exemple, peut-être Nanterre, même si c'était un petit peu mieux quand même. Nanterre, mais qui est en début de saison un petit peu en dents de scie. Voilà, Cholet, c'était très très fort et hyper régulier, ce qui est assez étonnant étant donné l'effectif. Effectivement, avec Herman Kunter, on est sur ce qu'on disait avec Laurent Leniam à une autre échelle, la maximisation du potentiel de son équipe. Et là où c'est remarquable, c'est qu'avec des moyens similaires à ce qu'avaient les coachs les années précédentes, il arrive à faire bien mieux, notamment que de coachs référencés avec des gros CV titrés comme un Philippe Hervé, par exemple, sur la période 2016 à 2018, qui arrivait dans des conditions à peu près comparable et qui s'est heurté au contexte difficile à Cholet. Après, je trouve qu'on a tendance, c'est un peu ce qui me dérange de manière générale, à minimiser le boulot et l'impact des coachs à partir du moment où ils ont beaucoup de matériel. Effectivement, on part a priori dans de meilleures conditions, mais ça reste super compliqué, notamment en France. On n'a pas l'habitude d'avoir des équipes avec des rotations longues. Les joueurs ont l'habitude que le temps de jeu soit mieux réparti, même si tu es 7e, 8e, quand tu es dans un effectif à 8 pros, tu as du temps de jeu. Et donc, je pense que garder tout le monde mobilisé, c'est aussi quelque chose d'important, de savoir gérer les égos
de savoir mettre des ricains avec des gros statuts simplement 22 minutes sur le terrain. C'est aussi quelque chose qui est compliqué, qui est différent, mais qui est compliqué. Et je pense qu'il ne faut pas le minimiser dans le cas d'un Mitrovic ou d'un Obradovic. Non, je pense que là, sur cette saison, on n'est pas justement dans le cas de figure des saisons précédentes où Mitrovic, on se dit, bon, il est chez un gros, c'est un bon coach, mais on va plutôt aller chercher le coach qui est dans une plus petite équipe et qui a fait vraiment une saison surprise. Là, le cas de figure, c'est que Dijon, ils ont vraiment fait une saison exceptionnelle. Même niveau et donc, du coup, voilà, il a dû se retrouver au niveau de Lasvel et Monaco au moment de l'arrêt. Ça permet de mettre le Niam en avant. En plus, je pense que sur une chose qui est importante à souligner, c'est que par exemple, Laurent Le Niam, il ne va pas être trop dans le cas de Herman Cotter. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le coach qui est connu pour ses coups sur le recrutement. Ce qui est plutôt. Enfin, des fois, on peut se dire il a fait un bon recrutement, mais il a fait un pari, il a réussi son pari. Je pense que le plus connu là-dedans, c'est Jean-Denis Choulet, qui a fait d'excellentes saisons, qui a fait des saisons plus difficiles, où il parlera bien lui-même de Adam Smith, ou des choses comme ça. Mais Laurent Le Niam, lui, il avait tenté de faire un coup de pari. On se rappelle l'année où il avait pris 2 rookies avec Gigi Fraser, par exemple. Ça s'était pas du tout bien passé. Et depuis, il prend des joueurs en fait, qui étaient presque moyens dans d'autres équipes. Je pense à Alexandre Chassan, qui était au HTV au moment où il a pris, et HTV était quand même très mal classé. Et qui ne faisait pas une saison non plus de fou chez un mal classé. Rachid Suleiman, qui était presque à un niveau de MVP sur la deuxième partie de saison. Il a été MVP de la Leaders Cup. L'année dernière, à Levallois, il n'a pas fait une très bonne saison. Voilà. Richard Solomon, il avait fait une bonne saison à Gravelines, mais c'est pas non plus, il n'avait pas cassé des briques. Tout ça, en fait, il fait revenir des joueurs qui correspondent au profil qu'il cherche. Et avec des joueurs qui étaient moyens en GP Elite, il arrive à faire une équipe qui arrive à battre, ou du moins pas à battre, mais à être au niveau des pros. Et la dernière des choses, c'est aussi la progression continue des joueurs sur les années. Abdoulaye Loum, Axel Julien, même David Elston, à 35 ans, il continue à progresser. Donc c'est vraiment ce boulot-là c'est vraiment sur le coaching, le projet de jeu, etc. où vraiment ça fait la diff. La transition est toute faite. Tu Il parles ne faut pas oublier aussi derrière qu'il y a Jean-Louis Borg derrière. Il y a Jean-Louis Borg derrière. Oui, évidemment. C'est difficile de quantifier exactement là où il y a le coaching, là où il y a l'entraînement, la gestion du groupe, l'intégration des jeunes. C'est vraiment très subjectif peut-être, ou alors il faut vraiment prendre tout ça en compte. C'est pas un tournoi de 1 contre 1 avec Marassi qui bat tout le monde. Ou à la fin, on sait que celui qui a été le meilleur, c'est celui qui a gagné tous ces 1 contre 1 en attaque et en défense. Non, il faut prendre beaucoup de choses. Mais disons que dans le projet dijonnais, Laurent Le Niam s'est complètement épanoui et il a vraiment permis de faire accélérer le processus. Moi, je voulais ajouter, justement, tu parlais du projet de jeu, Gabriel, et justement, on est assez sensible. Enfin, moi, en tout cas, j'étais assez sensible aussi justement, au projet de jeu, à ce que proposait Dijon. C'était pour moi une des plus belles équipes à avoir joué. On catégorise souvent Laurent Le Niam comme un défenseur, comme un coach défensif, et je trouve que c'est vraiment minimiser son travail. C'est une équipe qui était dans les meilleures aux passes décisives, si ce n'est, je ne connais pas le classement de tête, mais qui doit être une des meilleures, si ce n'est la meilleure aux passes décisives par match, en moyenne et sur toute la saison. Et c'est là que je le compare notamment à Sacha Obradovic et à Monaco, qui pour moi, pour le coup, m'a vraiment déçu en termes de jeu proposé. Autant la SVL, c'est assez cohérent et j'aime bien, même si on pourrait peut-être s'attendre à un peu plus. Je trouve que Dijon, vraiment collectivement, on l'a vu à la Leaders Cup notamment, ce magnifique match contre Monaco en demi-finale, c'est vraiment le jeu qui m'a le plus séduit, moi. C'est-à-dire que ça se passe le ballon, les responsabilités sont diluées. Alors il a des joueurs qui aident à ça aussi, hein. Holston, Julien, il se trouve les yeux fermés, ça aide. Tu as des joueurs, comme le disait Gabriel, qui ont vraiment progressé par rapport à leurs premières expériences. Tu parlais de Solomon et Chassan. Je pense aussi à Lamonte Ulmer, qui était un joueur à Bourg. Américain mon athlète. Voilà, exactement. Et qui est devenu un joueur qui fit vraiment bien à cette équipe de Dijon, je trouve. Et après, tu parlais de style de jeu. Malgré tout, en gardant un style de jeu alléchant, Dijon reste la deuxième meilleure défense du championnat. Donc, comme quoi, l'un ne va pas sans l'autre. Après, Obradovic,
clairement, c'est de ce côté-là où il a mis l'accent avec une défense qui est hyper performante, qui est largement la meilleure défense du championnat. Monaco, c'est 100 points encaissés sur 100 possessions. Dijon, c'est la deuxième avec 103 sur 100 possessions. Après, l'impact physique à Monaco, c'est ça. C'est vraiment la pression constante. Ça tape tout le temps. Ça défend fort sur tout terrain. C'est sûr que c'est pas super joli. Voilà, et je pense que moi, on parle de coaching et ça m'a un peu déçu sur la match-up de la Leaders Cup. En tout cas, je trouvais que le Niam avait vraiment battu Obradovic, qui avait fait des rotations un peu étonnantes. Yacouba Ouattara était vraiment bien. Il n'était pas trop responsabilisé sur ce match, alors qu'il était vraiment fort sur la Leaders Cup. C'était le joueur qui arrivait. Et puis, il y a eu la gestion des possessions par possession avec ce Alioup qui a fini par un panier où ça met forcément en lumière le travail du staff. Voilà. Et surtout, là, sur le coup, j'avais été étonné parce que dans les tribunes, on disait ils vont faire un Alioup pour Solomon, c'est sûr. Et c'est ce qui s'est passé et c'était très mal défendu. Donc, c'est comme si l'équipe n'avait pas été préparée. Voilà. Mais je pense quand même que Obradovic aurait pu vraiment être contesté ce titre de l'ONIAM s'ils avaient gagné à Monaco comme ils avaient gagné sur le match du 5 janvier ou du 6 janvier. Voilà. S'ils avaient été devant en classement, qu'ils avaient battu 2 fois l'Asvel, qu'ils avaient battu 2 fois Dijon en saison régulière, ça pouvait aussi, je pense que ça serait moins unanime. Voilà, le titre de Laurent Leniam. Bon, je crois qu'on est tous d'accord. Hein. Nos internautes, nous 4. Ouais, puis comme... Théo, c'est toi qui aurais voté Herman Cutter, je pense. Non, moi j'aurais pas voté Herman Coulter. Voilà, il faut quand même avouer que le travail de Laurent Lenihan ces dernières saisons à Dijon, c'est quand même remarquable. Mais voilà, je pense qu'on peut quand même mentionner Herman Coulter, la petite mention spéciale quand même, revenir à Cholet, sauver le club. Je me souviens les 2 matchs, les 2 finales de la saison dernière contre le Portel et contre Fos. Tout le monde avait vraiment peur que Cholet, quand même une institution du basket français, descende de Jeep Elite. Ça aurait fait très mal. Et voilà, Herman Coulter derrière la saison où il ne faut pas se tromper, où il y a normalement 3 descentes. Voilà, Herman Coulter arrive à hisser Cholet à une belle 6e place et potentiellement à une Coupe d'Europe. Donc c'est quand même pas mal. Moi, j'ai une question pour toi, Théo. Vas-y, juste une question pour Théo. Herman Cutter, il a fumé combien de clopes cette année? À chaque mi-temps. Tu as dit, Gabriel, ça a coupé. Je disais, Herman Cutter, il a fumé combien de clopes cette année? Ah non, Herman Coulter, je ne sais pas. Mais c'est sûr. Ouais, là, je pense que le pack club, ça a été. Mais la saison passée, ouais, il a dû enchaîner pas mal. Mais là, je pense que il était plus cool. C'était. La petite croc en conférence de presse. Conférence de presse, voilà. Il rigole avec tout le monde, avec les journalistes. Donc, voilà, c'est Herman Coulter, c'est un peu une légende au club, quoi. Vraiment, il incarne Cholet, il incarne le grand Cholet des années 2010. Donc voilà, Herman Coulter et Cholet, c'est une belle histoire. Et moi, j'ai une question piège rapidement pour vous, pour pas s'étendre non plus sur le sujet. Au-delà du trophée de cette année, pour vous, parmi ces 4-là, quel est le meilleur coach intrinsèquement? Je dirais Mitrovic. J'aime beaucoup Zvezdan Mitrovic. Même si cette année, il a été encore, enfin, il est dans une caricature de lui-même et encore pire que ce qu'on connaissait jusque-là. Quoique la campagne de play-off avec Monaco, c'était quand même pas mal contre Le Mans en finale. Mais ouais, pour moi, c'est Zvezdan Mitrovic parce que tu parlais de cette gestion des égos, de ce statut qui n'existe pas pour lui. On en reparlera aussi dans un autre trophée, mais il a responsabilisé des jeunes. Et je ne parle pas que de Théo Malédon, mais je parle aussi de Mathieu Strazel, qu'il est capable de mettre sur des matchs importants, notamment sur Vitoria en Euroleague où il fait changer le match, clairement. Et puis, il arrive toujours à amener ses équipes et à gérer les temps de jeu. On le voit notamment sur la Leaders Cup, c'est hyper important notamment parce que tu dois jouer normalement 3 matchs en 3 jours et du coup, voilà. Ouais, mais je te coupe, mais je trouve que sur la finale de Leaders Cup, il n'a pas forcément mis les meilleurs joueurs au bon moment.
dans les matchs. Non, je suis d'accord. Par exemple, Livio en deuxième mi-temps, moi je l'aurais plus mis. Et bon, après, ça, je ne suis pas Mitrovic, mais j'étais surpris que Livio ne soit pas plus responsabilisé sur la deuxième mi-temps, notamment sur tous ses switches et tout. C'était peut-être mieux de l'avoir. Face aux athlètes de Dijon, peut-être mieux. Après, voilà, il utilise tout le monde. Et du coup, pour toi, Gabriel, pour répondre à ta question, Boris, moi je reste sur mon Lemanovic pour répondre à ta question. Le meilleur coach français. En fait, c'est impossible à décréter exactement le classement. Mais moi, ce que j'aimerais bien voir Laurent Le Niam aujourd'hui, c'est vraiment est-ce que hors de son cadre, il peut être aussi bon que ça? Parce que là, depuis qu'il a pris le coaching, il est donc au HTV chez lui, à la maison HTV, il a été excellent. Voilà, ça a payé puisqu'il a signé à Dijon. Il a progressé avec le programme, il a su développer des joueurs, enfin du moins responsabilité de trouver des rôles pour des joueurs. Là, en Coupe d'Europe, et là, ils étaient présents sur tous les tableaux au Leaders Cup, mais ils étaient aussi bien, ils ont fait très grosse saison en BCL. Ils ont fait du coup une très bonne saison en JP Elite. Avec un effectif de 9, ils arrivent à jouer sur les deux tableaux. Voilà. Il est très bon dans la gestion des individus. Moi, ça, il les entraîne. On voit vraiment que ça joue bien et ça défend. Et pourtant, il ne s'entraîne pas 8 heures par jour dans la gestion. Donc, il sait bien gérer les individus aussi. J'aimerais bien le voir dans un autre contexte. Peut-être qu'il ne sera pas avec, forcément, justement, par les gens Borg, il ne sera pas avec des personnes qui le connaissent déjà par cœur, qui lui font vraiment confiance. Lui, il aurait coaché à l'étranger. Il rêverait aussi peut-être d'équipe de France. Ben, ce serait bien de le voir dans ces contextes. Mais je trouve son début de carrière est vraiment très intéressant. Yes. Bon, bah, l'avenir nous le dira. Je pense qu'on a fait le tour, je effectivement. Pense qu'au vu des débats qu'on a eu, on est tous d'accord pour élire Laurent Le Niam meilleur coach de la saison de JP. Yes. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se dit à très vite sur Basket. Ciao. Salut, à bientôt. Allez, ciao. Retrouvez les résumés de matchs et toutes les actualités sur bibasket.fr, le site numéro 1 sur le basket français.